moi, au Mali, Mhm. je fais plus d'argent au Mali en 3 mois que je fais ici toute l'année. Aux États-Unis. Waouh. J'avais jamais mis en tête que je serais là. Donc, Ouais. au début, je voulais être professeur d'anglais. Sur 2 millions, tu lui donnes 50 000. Tu imagines? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Enlighten. Et aujourd'hui, je suis en format interview avec un invité qui va nous parler de transport, de logistique et plein d'autres choses. Donc, j'ai laissé l'invité se présenter. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Daouda Diaby. Je suis comptable de formation aux États-Unis ici. Donc, je suis aussi entrepreneur en Afrique. Donc, j'ai une compagnie de transport. On fait plein d'autres choses. On est dans le domaine du commerce et d'autres choses encore. Ok. Donc, comme il l'a répété, on va parler de transport, on va parler de logistique, on va parler de commerce mais je pense que c'est aussi important de commencer par le début parce que vous avez une carrière ici, vous avez une vie très stable aux États-Unis et j'aimerais savoir comment est-ce que ça a débuté, le commencement, comment vous êtes arrivé ici, vous établir, votre parcours scolaire, etc. Bon, dans la vie, tout est question d'hasard. Mhm. J'avais jamais mis en tête que je serais là. Ah Donc, ouais. au début, je voulais être professeur d'anglais. C'était mon rêve. Parce D'être que, professeur d'anglais. si. Parce que je me disais qu'en Afrique, Mhm. il y avait pas d'opportunité. Donc, je me Mhm. disais, la route la plus facile d'avoir quelque chose où tu peux avoir un boulot facilement, c'était être professeur. Et j'aimais bien l'anglais depuis le bas âge. Oui, c'est Donc, généralement comme ça. C'est soit tu prends professorat ou fonction publique. si, si, Oui, pour si, avoir si, une vie stable. si. Donc, je me disais que même si j'arrivais pas à être professeur, Mhm. juste l'anglais, le fait de parler l'anglais, allait m'amener quelque part. Mhm. Parce que l'anglais, c'est la langue universelle. Donc, C'est tu vrai. peux être, euh, guider les touristes. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. La langue peut t'amener, Mhm. euh, loin. Donc, Comme on le dit, c'est la langue du business en anglais. voilà. Mhm. Donc, j'ai commencé comme ça. J'ai fait ma maîtrise en anglais. Mhm. Donc, mais là, j'étais assis un beau jour, il y a mon oncle qui était ici depuis plus de 20 ans. Mhm. Donc, il m'a dit, mais toi, tu maîtrises bien l'anglais, tu aimerais venir aux États-Unis? J'ai dit, ben, pourquoi pas? Je suis là, C'était aussi simple à l'époque? yeah. Donc, il m'a demandé, ok, donc, traduis tes diplômes, je Mhm. vais t'envoyer un I-20. Donc, tu rentres dans l'ambassade et tu fais ta demande de visa. Mhm. Donc, j'ai suivi les choses comme ça et je suis rentré. Donc, pour mon premier visa, je pense que je l'avais, Mhm. mais avec le coup d'État en 2012, Mhm. président Amadou Toumani Touré. Donc, on m'avait demandé de revenir 2 semaines, de venir prendre mon passeport. Mhm. Avec le coup d'État au Mali, donc on nous a tous appelés, euh, Revoquer les visas? on nous a révoqué le visa. Wow. Donc, j'ai attendu que la situation se stabilise. Donc, après 6 mois plus tard, j'ai réussi. Donc là, j'ai eu mon visa, finalement. Mais malheureusement, j'avais pas assez d'argent pour Mhm. financer mes études. Mhm. Là, donc, Parce que le premier visa, c'était un visa F1, of c'était un course. visa F1. Ok. Voilà, un visa étudiant. Mhm. Donc, il fallait attendre. Mon père me disait d'attendre Mhm. une année. Il va mettre l'argent de côté. Donc, Mhm. j'étais inscrit à Drexel. Donc, tout le monde sait que Drexel là-bas, C'est c'est cher. un peu cher. Mhm. Donc, j'ai attendu une année. Et l'erreur que j'ai fait, c'est que je maîtrisais pas le visa F1. Je pensais que j'avais 5 ans de visa. Mhm. Donc, j'ai pas informé l'école que j'allais pas venir. Donc, Oh. alors que avec le visa étudiant, tout est relié à ton service. C'est vrai. Donc, Tant que tes records ne sont pas update, ça peut te poser des problèmes. voilà. Mhm. Donc, moi, je suis pas venu. L'école a pensé que j'allais pas venir. Donc, après une année, je fais mes valises, je pars à l'aéroport et j'essaie de venir. On me dit non, mais ton visa n'est plus valable parce que ton service est désactivé. Ok. Donc, là,
je suis retourné à l'ambassade faire une autre demande de visa. Et là, on me demandait, mais pourquoi t'es pas allé, on t'a donné un visa. Fois. Voilà. J'ai dit, bon, moi, j'étais à l'université, il me restait quelques mois pour avoir mon diplôme. Donc, je voulais attendre cela, avoir mon diplôme. Je pars pour les études là-bas, pour qu'à laisser quelque chose ici, alors que j'ai fait 4 ans déjà. Donc, donc vous aviez déjà fait 4 ans au Mali? Si, j'avais fait 4 ans d'anglais. D'anglais, ok. D'anglais au Mali, yeah. Dans quelle université? À la Flash. À la Flash, ok. À la Flash. Donc, ça, c'est l'université de langue et littéraire au Mali. Donc, là, ils m'ont redonné un visa. Ils ont annulé le visa de 5 ans. Ils m'ont donné un visa d'1 année. Donc, là. Un visa F1 d'une année? D'une année, yeah. Ça existe, ça? Si. Ils ont mis 15 ans sur le first visa et ils ont mis un autre visa, 1 année. That's crazy. Mais du coup, ça veut dire quoi pour le parcours scolaire? C'est-à-dire après 1 année, tu reapply? C'est... Bon, moi, je ne maîtrisais pas. Je me dis que tant que tu vas à l'école et que tu es toujours dans le système et que ton CV c'est bon, il n'y a pas de problème. Le visa, c'est juste pour sortir et rentrer. Donc, tant que tu ne sors pas, tu n'auras pas de problème. Voilà. Ouais. Donc, je suis venu comme ça et j'ai commencé, puisque j'avais déjà un bon niveau en anglais. Donc, j'ai commencé à Drexel. Et là, puisque j'étais venu avec que l'argent d'un seul semestre, on dit un semestre ou une semestre? Un semestre. Un semestre, ok. L'argent d'un seul semestre. Donc, là, il me fallait prendre le test de TOEFL et transférer directement à Wilmington University. C'est ça que j'avais choisi. Ok. Donc, on me disait d'avoir un score de TOEFL je me rappelle pas trop 96, je crois. Il y a quelque chose de ce genre. Donc, là, je partais à Drexel. Je finis à midi. Et vers midi, je pars à la library. Je reste là-bas, je prépare mon test de TOEFL pendant 3 mois, comme ça, jusqu'à 20h. Midi, 20h pendant 3 mois. Donc, après 3 mois, j'ai pris le TOEFL, j'ai eu le test. Et là, j'ai commencé à chercher un boulot, même quand j'avais pas de papier. Donc, ça, je ne veux pas rentrer dans trop de détails là-bas. Mais, donc, j'ai commencé à chercher le boulot. Et j'ai eu un boulot à une boulangerie à Norristown. Je ne sais pas si vous savez, ça c'est presque là où tous les Africains vont. Les Bass Bakery. J'allais dire ça, oui. Voilà. Je connais beaucoup de gens là-bas. Donc j'ai commencé là-bas. Et après le summer, j'ai commencé les cours à Wilmington. Donc, et là, je partais à la base, je partais à Wilmington. Après, j'ai eu un deuxième boulot au restaurant. Donc, je faisais le bass de 6h à 14h. Donc, à 16h, je viens au restaurant Parc à 18 et Locust. Donc, jusqu'à 23h, je rentre à la maison. Et quand je pars à l'école, donc, je ne viens pas au restaurant. Donc, avec les basses, je pars Du coup, pendant les 3 mois à Drexel, c'était quoi, vous faisiez quoi comme filière? Vous faisiez des cours d'anglais ou? Oui, c'était juste des cours d'anglais. C'était juste le reading, le writing, le speaking, listening. J'ai fait 4 mois de ça aussi. Yeah. C'était juste ça. Ok. Et du coup, quand vous avez deux boulots maintenant, comment vous faites pour balance ça avec la vie estudiantine? Vous avez un travail, vous commencez un shift, un autre shift, l'école. Comment on fait pour gérer ça? Ouais, au début, c'était pas facile. Bien sûr, parce que... C'était pas facile. Donc, au début, puisque le bas, c'était un peu loin, donc je prenais le trolley de ma maison, aller à... C'était quoi, 30e? Le 30e, donc je prenais le subway pour aller à Norris. C'est quoi, là où on prend le truc du train high speed là, 69th Street. Yeah. So je partais à 69th Street, donc de 69th Street, je partais à King of Prussia. So je faisais un long parcours, donc c'est là-bas où je faisais mes reading, mes homework. C'était du train
à l'EBAS. Pendant le trajet, Voilà, quoi. pendant le trajet. Donc, au retour, si je suis pas trop fatigué, je fais le même rythme. Quand je suis fatigué, je dors, naturellement. Donc, en plus, quand je quitte les bases pour Wilmington, ça c'est aussi un long trajet. Donc, je faisais presque tout dans le train. J'étudiais seulement dans le train. Mais il faut avoir le cardio pour ça, hein. Faut avoir beaucoup de cardio pour faire des exos dans le train parce que qu'est-ce que nous on fait maintenant dans le train? On va soit scroller sur TikTok, ou on va soit commencer à juste regarder une vidéo YouTube et voilà. Ouais, en ce moment, il n'y avait pas trop TikTok. Ah, j'avoue. Donc, on était un peu focus. Il y avait still Facebook et le truc. Mais quand tu as des objectifs, parce que c'était le seul moment. C'était le seul moment. C'était le seul moment. Parce que je pouvais pas financer les études avec un seul boulot. Oui. Et puis, j'ai eu la chance que je vivais chez mon oncle. Donc, je payais pas l'appartement, des trucs comme ça. Je prenais mon salaire, je payais l'école. C'est Et du coup, ça veut dire que c'est à Wilmington que vous avez vraiment commencé votre major de accounting, I guess. Oui. OK. Dès que j'ai fini l'anglais à Drexel et que j'ai transféré à Wilmington, j'avais déjà le TOEFL. OK. Donc, puisque j'avais déjà des diplômes en Afrique, parce que j'avais fait l'anglais, mais j'avais oublié d'ajouter le marketing. Donc, j'avais fait le marketing aussi. OK. Une année que j'ai fait pour attendre que mon père amasse l'argent. Donc là, je me suis allé inscrire à une université privée. Donc, j'ai fait deuxième année directe. So, j'ai eu un DUC de marketing. OK. Donc, je suis venu avec ça. Donc, quand j'ai évalué mes diplômes, ils m'ont pris beaucoup de crédit. Donc là, j'ai commencé directement. Bien vrai que c'était super difficile parce que je maîtrisais pas trop la langue. Je me débrouillais, mais je maîtrisais pas trop. Oui, parce que en fait, on ne le dit pas assez, mais j'ai vraiment l'impression que l'anglais académique et l'anglais courant, c'est complètement différent. Tu penses que si tu comprends l'anglais dans la vie de tous les jours, tu vas t'en sortir à l'école, alors que c'est complètement différent. Si. Surtout, je pense que tout le monde ici en a eu des exemples. Oui. Quand tu viens, la première des choses, c'est le listening. Quand tu essaies d'écouter ce que ces gens-là sont en train de dire. On dirait du chinois. Voilà. Donc, toi, tu essaies de traduire dans ta tête. Quand ils disent un mot, nous, on essaie de traduire en français. Et ils sont déjà sur Et ils ont fini avec 2 phrases déjà. Oui. Donc, c'était un peu difficile, surtout que pour moi, ma première classe, c'était en statistique. Et là, je suis là avec statistique, je maîtrise même pas ce qu'ils sont en train de dire. Même les symboles, les square root, les symboles, je sais pas le meaning en anglais. Donc là, c'était super difficile. Il fallait que quand je retourne à la maison, je vais sur YouTube, j'écoute ce que d'autres professeurs ont sur le sujet. Donc c'est comme ça que je me débrouille petit à petit. Donc sinon c'était vraiment difficile de catch up avec. Oui, et on dit que les maths sont universelles, mais ça c'est pas aux États-Unis, hein. Franchement, comment je suis venue ici, il y a quelque chose qui m'a choquée. C'était les hard brackets et les soft brackets parce que c'est un truc qu'on ne connaît pas en Afrique. Nous, c'est soit on ferme les comment on appelle ça, les intervalles, c'est soit on les ferme, soit on les ouvre. Mais ici, ils ont des soft et des hard brackets. C'est soit ils mettent une parenthèse ou ils mettent comment on appelle ça, ils mettent les brackets. Du coup. Oui. Et ça, moi, j'ai trouvé ça très bizarre parce qu'au début, je voyais qu'en ligne, je fais mes exercices, tout est correct. Les chiffres sont corrects, tout. On met 0. Première fois, on met 0. Deuxième fois, on met 0. Ben, je fais le prof, je lui demande qu'est-ce qui va pas avec mes intervalles. Je dis, c'est pas comme ça qu'on écrit des intervalles. Il y a rien avec le calcul, mais c'est pas comme ça qu'on écrit les intervalles. Et c'est là que je me rends compte que les maths sont universelles. Mais attention. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et du coup, là, quand vous commencez le parcours de accounting, vous finissez les 4 ans de accounting. Du coup, pendant les 4 ans, est-ce que vous avez eu des opportunités de internship ou c'est après l'école que les opportunités de travail sont survenues? Bon, c'était à la fin. À la fin? J'avais presque fini. OK. Au début, puisque, tu sais, on a une mentalité africaine qui on s'occupe pas trop
des internships, de Oh, les travail. milestones. Yeah, On a surtout fait un que, épisode l'autre jour avec les amis et on parlait de ça en fait. Il y a ce truc en Afrique où tout est des milestones. Si tu dois complètement finir finir, ça avant de commencer ça. Ça marche pas ici. c'est la mentalité. C'est la Et puis mentalité, avec moi, oui. j'avais même pas la tête à ça. Parce qu'avec les deux boulots, Mhm. j'avais pas la tête à grande chose. À Juste chercher. travailler, payer les études, Mhm, essayer de faire le homework au maximum que je peux. mhm, Donc, j'avais pas trop de temps d'y mhm, penser. Mais vers la fin, quand j'ai commencé, j'ai acheté une voiture. Donc, j'ai mhm. commencé à faire Uber en 2016. Ok. Donc, Ça, c'était il y a pas longtemps. Bon, 10 ans quand même, mais voilà. Donc, je fais la yeah, vieille. c'est quand j'ai commencé à faire Uber en 2016 Mhm, que j'ai remarqué que j'avais un peu de temps maintenant, mhm, puisque je pouvais travailler quand je veux. mhm, Quand je travaille, je veux pas travailler, je reste à la maison. mhm. Donc là, j'ai eu assez de temps. Donc, c'est lorsque je conduisais des petites étudiantes, Mhm. et ils étaient freshmen à l'école en ce moment. Et elles étaient beaucoup motivées. Ils étaient motivés. Et puis, Oui. le truc, c'est que elles étaient là, elles étaient en train de parler de leur boulot, de leur internship. Et moi, je suis là dans mon bachelor, j'ai presque fini. J'y pensais même pas, quoi. Donc, je me suis dit, quand je les ai déposés, je suis parti à la maison. Je me suis dit, mais nous, on vit dans quel genre de monde là? Faut se remettre en question. Ces petites-là viennent de commencer les études il n'y a même pas quelques mois. Elles ont déjà Ils un travaillent. stage. Mhm, Voilà, ils travaillent. Il y a d'autres qui sont en stage. mhm, J'ai dit, mais c'est pas possible. Il va falloir que je m'y mette aussi. mhm, Donc là, je suis allé, j'ai fait mon CV. mhm, Donc quand j'ai fini de faire mon CV, mhm. une semaine, 2 semaines plus tard, j'ai posté et j'ai eu un boulot. Ah ouais? Juste comme ça. Juste comme ça? Yeah. Et comment ça se passe le process? Vous avez juste appliqué? J'ai juste appliqué sur ZipRecruiter, je pense, en ce En moment. plus, Donc, pour moi, je ne sais pas pourquoi, c'est un mythe pour moi ces applications parce que j'ai tellement essayé que ça n'a pas marché. Indeed, ZipRecruiter, c'est des mythes pour moi. Pour moi, ça marche jamais. Et, et vous me dites que là, après votre bachelor, c'est comme ça que vous avez eu un taf. si. Waouh. Si, après 2 semaines, je pense. Après 2 semaines Après seulement. 2 semaines, yeah. Et est-ce que vous aviez une série enfin, une liste d'entreprises auxquelles vous avez appliqué et c'est cette entreprise que vous a recruté, vous êtes juste focus sur cette entreprise Non, spécifiquement? non, pas nécessairement. J'ai juste apply Mhm, dans les sur ZipRecruiter. mhm. Donc là, les gens commençaient à m'appeler, les recruteurs commençaient à m'appeler. Ok. Et là, il y a ce compagnie qui m'appelle. C'est juste qu'ils veulent que je vienne pour l'interview. Okay. Donc, je suis allé. Donc, Mhm, c'est une petite boîte ils font des mhm. machines de, comment on dit là, les baffeurs pour cleaner les trucs là. Oh, ok. Donc, ils font ce genre ils fabriquent, ils manufacturent ça. Donc, c'était une petite boîte là où j'ai beaucoup appris parce que avec les petites entreprises, tu fais tout. Mhm. Tu n'as pas de spécificité. Tu fais tout. Là, quand je suis venu, j'ai commencé à faire des accounts payable, j'ai fait des accounts receivable. So, je faisais À peu presque près tout. tout. Yeah, je Et du faisais coup, le receiving. ça forme. Voilà, je Mhm, faisais le receiving, je créais les purchase orders, je dealais avec les vendeurs, mhm, avec les clients, So, je faisais tout. Même mettre les orders, je mhm. faisais tout. Donc, j'ai beaucoup appris là-bas. Là, ça Ok. m'a, Et du l'expérience m'a coup, beaucoup. moi, je pense que là, c'est le bon moment de parler du business parce que dans tout ça, comment est-ce que le business vient? Le business, il commence pendant que vous êtes en train de toujours faire le Uber ou bien quand vous avez maintenant un travail stable ou le business au Mali, il commence quand? Bon, avec le transport, Mhm. euh, je suis né dans le transport. Donc, Ok. mon père, de, toute sa vie, c'est ça qu'il a fait. Logistique. Transport logistique. Mon Donc, père, il fait la même chose. voilà. Donc, je suis né dans ça depuis tout petit. Je le Mhm. suivais pendant les vacances. On partait ensemble à Accra, à Abidjan, Mhm. Sénégal, Guinée. Mhm. Donc, là, il avait déjà un camion, Mhm. un vieux camion de je sais même pas quelle date. Donc, euh, donc quand j'ai commencé à avoir un peu d'argent, Mhm. et
j'ai commencé à CV. Donc, j'ai acheté un camion en Angleterre Ok. d'abord. Donc, je l'ai envoyé. Donc, c'est lui qui faisait le business en ce moment. Moi, j'étais Mhm. là juste euh, à observer. Observer. Donc, puisque je pouvais pas faire grand-chose en ce moment. Mhm. Donc, j'ai vu que ça n'allait pas, c'est toujours dans le débrouillard. Mhm. Donc, là, j'ai acheté une maison ici. Donc, quand j'ai mouvé, après une année, 2 ans, the home equity Mhm. has increased. Mhm. Je sais pas comment dire ça, a augmenté. Mhm. So quand ça a augmenté, j'ai pris loan sur le equity, Mhm. sur la valeur de la maison. Donc, Ok, ça n'a rien à voir avec, mais c'est un débat que les gens ont souvent. Est-ce que vous conseillez aux gens, dès qu'ils le peuvent, de prendre un loan pour une maison, dès qu'ils le peuvent ici? Ou, ouais, bon, je pense que ça dépend. Mhm. Si l'intérêt est favorable, Mhm. oui, je pense que si l'intérêt est favorable, c'est mieux de rester dans le rent, puisque tu es en Oui, train de payer anyway. exactement, Donc, parce que on parlait de ça et on nous expliquait que, en fait, quand tu rentes, tu ne fais que rent et dépenser de l'argent, alors que si tu fais un down payment pour une maison, là, au moins, tu sais que tu es en train de payer pour quelque chose que tu vas acquérir plus tard. c'est ça. Et mhm, C'est ça. Et puis la maison prend de la valeur. oui, c'est ce qu'on Moi, m'a c'est, dit également. moi, c'est comme ça que tout a commencé. Mhm, C'est comme ça que tout a commencé. Parce que quand moi, j'étais affilié ici, mhm, j'étais affilié, donc j'ai décidé de mouver avec ma famille, mhm, donc à Delaware. Là-bas, c'était super loin en ce moment. C'est à 15 kilomètres de Dover. Pour mhm, ceux qui connaissent bien Delaware. mhm, Donc, c'est à presque 1h30 d'ici. mhm, Donc, quand j'ai mouvé là-bas, c'était un terrain vide. C'était un champ, un champ. mhm, C'était même pas, c'était un champ. Donc, là, on est parti, on a vu les développeurs qui construisent les mhm, new construction là. Donc, on a choisi la maison. Moi, j'étais le premier. Donc, j'ai choisi le terrain, il n'y avait même pas de maison. Donc, mhm, ils ont construit. mhm. Après 6 mois, on nous a donné la clé. On est là, je suis là avec juste 2 personnes dans un champ de forêt qui n'est pas d'abord une communauté. Donc, je suis là avec ma voisine. Et en ce moment, il n'y avait même pas d'Internet là-bas. On n'avait pas accès à Oh. l'Internet. Oui, il fallait Et que... ça, c'était en quelle année? C'était juste en 2021. 2021, il n'y avait Oui. pas Internet là-bas. Non. C'était un champ de forêt. C'était un champ de forêt là-bas. Donc, il n'y avait pas d'Internet. Mhm, Euh, donc, on utilisait c'était des trucs, des appareils que tu prends à T-Mobile. Donc, mhm, tu te connectes là-dedans et tu as accès à l'Internet. mhm, Donc, c'est ça qu'on utilisait. Donc, après quelques mois, les gens sont venus petit à petit. Petit à petit. Donc, là, Verizon et Comcast, ils ont amené l'Internet en ce moment. Quand il y a eu, mhm. parce qu'il faut un quota de personnes Oh. pour qu'ils fassent cette démarche-là. Donc, quand l'Internet est venu, donc, là, les gens ont commencé à venir petit à petit, petit Mhm. à petit. Donc, jusqu'à maintenant, ça fait combien? 150 personnes, alors qu'on a commencé à 2 là-bas. Donc, 150 personnes dans la communauté. Donc, après une année, la valeur de la maison a grimpé. Donc, quand ça grimpe, ça a doublé même. Parce qu'en ce moment, l'intérêt avec le Covid, tout a changé. Donc, l'intérêt a quitté de 6-5%, c'est venu jusqu'à 2%. Donc, l'intérêt, c'était jusqu'à 2,5, 2,6, certains 2,7. Mhm, Moi-même, je l'ai à 2,9. mhm, Donc, et une année plus tard, les gens qui sont venus, l'intérêt a commencé à grimper. Ils ont eu à 5%, 6%, ça commence à grimper. Et la valeur de la maison a grimpé jusqu'à combien? Afin qu'il almost double the price. mhm, So, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à la banque, j'ai dit, OK, voilà la valeur de la maison. Donc, moi, je veux un loan. Et OK. So, tu as plusieurs choix. Tu peux faire loan direct, mhm. ou bien tu peux faire equity sur equity credit line. Ok. So, j'ai choisi le credit line. Et on m'a donné un big cash.
Donc là, je suis allé en Chine. J'ai acheté 2 camions. J'ai envoyé ça en Afrique. Donc j'ai commencé comme ça puisqu'il y avait un autre camion déjà là-bas, petit à petit. Donc ça a commencé à aller petit à petit. Et là, les gens commençaient même à me demander, mais tu as où ce camion-là où je peux en avoir? Et si tu veux, je te le vends. Ok, je veux. Donc, je le vends. Je vais amener un autre. C'est le Donc, business. voilà, Ouais. petit à petit, petit à petit. Donc là, jusqu'à maintenant, on amène des camions en Afrique, des dizaines, des douzaines, jusqu'à 15, 20 À camions. partir de la Chine À ou partir de la Chine. que à partir de la Chine? Que à partir de la Chine. Ok. Yeah. Au début, je faisais l'Europe, mais maintenant, Compliqué. j'aime pas trop les camions européens. Sont tous, c'est plus adapté au marché africain. Ok. Parce que tout est électronisé maintenant. So, nous, les mécaniciens africains, ils maîtrisent pas ça. Là, ces camions, pour que tu puisses connaître le panne, il faut que tu le branches à l'ordinateur. C'est vrai. Donc, l'ordinateur va te dire. C'est facile, mais nos mécaniciens ne maîtrisent pas ça. Ouais. Donc, Et ça, c'est très important dans un business. Je pense qu'il est important de toujours savoir adapter son business aux réalités du pays dans lequel on a son business établi. c'est ça. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont allées acheter de très beaux camions en Europe, des Mercedes-Benz atroces. Ils sont venus, mais après quelques mois, ça marche plus parce que les mécaniciens ne maîtrisent pas. C'est comme ça. Tu viens, le camion vient, ça s'arrête. Brusquement, problème électrique. Tu viens, tu mets seulement l'ordinateur, ça va te dire que cette pièce-là n'est pas bonne, tu changes. Mais ils n'arrivent pas à interpréter le données que l'ordinateur te donne. Ouais, Donc, parce il faut l'interpréter. Parce que c'est de l'ingénierie, c'est ce qu'on oublie. Alors qu'en Afrique, la plupart du temps, les gens apprennent sur le terrain. Ils n'ont pas le côté théorique, pouvoir interpréter les trucs, partir en classe. Donc, il y a un peu un déphasage, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc là, quand tu amènes un nouveau camion et que tu n'arrives plus à rien faire avec parce que les gens qui doivent le fabriquer ne maîtrisent pas, donc ça devient un waste. So, c'est super important d'acheter des trucs qui sont adaptés aux réalités de ton pays. Ok. Et du coup, là, ce que je comprends, c'est que ça commence avec les camions. Le premier camion qui avait été acheté, puis les 2 camions de la Chine. Et à partir de là, comment est-ce que on se met dans le commerce? Comment est-ce que maintenant on commence à faire les trucs de port en port? Comment est-ce que ça commence? Bon, le truc de port en port, on faisait ça avec le papa. Avec le papa. Ok. Donc là, c'est pas trop compliqué. Tu as un camion, tu vas au port d'Abidjan, au port de Dakar, de Conakry, de Tema. Tu vas seulement, il y a les transitaires. Donc, ils vont te demander, OK, on a le riz qui part au Mali, on a de l'engrais, on a un conteneur, donc vous discutez le prix. Donc, tu prends, tu vas déposer au Mali. Donc, on fait ton paiement, tu retournes. Donc, on faisait ça depuis avec le papa. Donc, mais au début, il y avait tellement de camions et ça marchait pas trop. Il y avait trop de camions en circulation. Le marché était inondé. C'était inondé. En plus, puisque les commerçants aussi avaient leurs camions, donc eux, ils amènent leurs propres marchandises. Et surtout avec eux, avant que tout change, avec eux, c'était généralement, ils avaient des longs camions, des longs véhicules là du Ghana. Donc, tu verras les 20 mètres, ils viennent, ils amènent 5 conteneurs, ils dépotent les 5 conteneurs au port, ils mettent tous les marchandises de 5 conteneurs dans un long camion et ils vont dédouaner ça comme un seul conteneur. Ah, ça, c'est malhonnête, hein. Donc là, c'était comme ça qu'ils savaient beaucoup d'argent. Donc là, tu verras que au lieu qu'ils ont besoin de 3-4 camions pour amener les 5 conteneurs, un seul camion peut s'en charger. Donc récemment, je pense qu'il y a 2 ans, une année ou 2 ans de cela, donc le gouvernement malien a banni cela. Ouais. Donc tout camion de plus de 16 mètres, je pense 16 mètres quelque chose, n'a plus le droit de rouler au Mali. Donc là, ils étaient obligés de couper tous les 20 mètres là. Donc avec ça, il y a moins de camions en circulation. Donc les prix ont commencé à grimper. Parce que là, si un seul camion prenait 5 conteneurs, maintenant tu as besoin de 3 camions. Donc il y a moins de camions. Donc les prix ont augmenté.
je donne un exemple. Par exemple, les containers à 2,20 pieds, on avait l'habitude de prendre ça aux alentours de Dakar à Bamako à 2,5 millions de 2 transport. 500 000 le transport. Voilà, en francs CFA. Donc là, avec le changement, tu vois que tout a changé. Le prix a grimpé de 2,5 millions. Un camion de 2,20 pieds maintenant, ça peut aller jusqu'à 4 millions. 3 500, Il y a 4 de millions. l'argent 3 dans le 500 000 euros. transport. Hein. Voilà. Donc là, tu sais, en Afrique, quand quelque chose marche, tout le monde s'y met. C'est ça. Donc, les gens ont commencé à acheter les camions. Les gens ont commencé à... Au début, tu amenais un camion, tu pouvais faire un mois, on te demande même pas le prix. Mais maintenant, tu amènes 10 camions, en une semaine, ça part. Easy. Donc, c'est avec la révolution de la coupure des longs camions là, tout a changé. Le prix a grimpé et là, tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met. Parce qu'il y a de l'argent à se faire. Voilà. Donc, et puis, c'est le moment maintenant de s'y mettre. Moi-même, j'ai commencé à remettre beaucoup de fonds parce que je sais que ça va pas durer et que au fur et à mesure que les camions rentrent dans l'économie, ça va s'équilibrer à un certain point. C'est vrai. Donc, tu verras, tout le monde achète, tout le monde achète, tout le monde achète. Et il y aura encore, ça va s'équilibrer, il y aura plus de camions que de marchandises. Le prix va descendre. Donc là, c'est le moment de s'y mettre et s'y mettre à fond. Donc, faire le maximum avant que les réalités du marché changent. Oui. Et je suppose que c'est là que vous commencez aussi à diversifier les activités, à vendre vous-même, à faire le commerce vous-même et voilà. Si. Bon, généralement, le truc, c'est que je m'adapte, j'observe et je m'adapte. Comme tout bon entrepreneur. Voilà, comme on a l'habitude d'amener les marchandises, les commerçants, on amène les sucres, l'engrais et le ciment. Même maintenant, je viens juste de commencer le ciment. OK. Ou avec le blocus qu'on a sur le Mali, je ne sais pas si vous connaissez un peu les actualités du Mali. Je leur parle souvent de ça. Voilà, avec le blocus des terroristes maintenant, qui sont en train de brûler tous les camions qui rentrent à Bamako. Donc, il y a des pénuries dans presque tous les marchandises. Presque tous les marchandises. Donc, je me rappelle, le prix du ciment, il n'y a même pas 2 semaines, le prix du ciment à la tonne, ça faisait 110 000 la tonne. Et en 2 semaines de blocus, ça a grimpé jusqu'à 150 000 la tonne. Wow. De 110 000 à 150 000 la tonne. Et surtout, on ne parle pas de licence et tout ça aussi qui grimpe, donc. Voilà. Le transport. Donc, avec ça, quand je vois des trucs comme ça, je me suis dit, OK, ça, c'est dur. C'est dur sur la population, c'est dur dans le pays. Mais c'est le moment de chercher un petit niche où tu peux y faire quelque chose. C'est vrai. Donc, parce que j'ai beaucoup d'amis qui me disent que non, il faut qu'on quitte le Mali, partons dans d'autres pays, c'est trop instable, c'est trop, je dis, c'est vrai que c'est instable, mais c'est là où tu peux te faire de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités maintenant. Ça, c'est en contraste dont il faut qu'on parle beaucoup parce que il y a beaucoup de gens qui disent ça récemment, que le Mali, c'est vraiment pas l'endroit où retourner. C'est ce qu'on dit à tous les étudiants, ne retournez pas tout de suite parce qu'il y a rien à faire là-bas. Et il y a beaucoup de gens qui cherchent aussi à s'en aller. Mais il y a des entrepreneurs qui nous font savoir que, c'est là-bas qu'il y a de l'argent à se faire, en fait. C'est là-bas qu'il y a les opportunités parce que là, le pays est en pleine reconstruction et c'est vraiment là qu'il faut s'établir. Et moi, je ne sais pas, je pense que c'est parce que je ne suis pas dans le domaine, je suis pas dans le feed, que c'est difficile pour moi de voir ça, mais l'entendre comme ça, je pense que ça me fait un peu réfléchir quand même. Si. Tu sais, dans le domaine du commerce, dans le business en général, je dirais que quand les gens sont en train de ziguer de ce côté, zague de l'autre côté. Parce que quand ils ziguent de ce côté, ils vont tous se rassembler là-bas. Et tu verras qu'il y aura plus d'argent dans ce domaine. Donc, quand ils partent de ce côté, zague de l'autre côté. Tu verras que tu seras le seul dominant de l'autre côté et tu feras ton argent. C'est ça. Moi, c'est ma philosophie. Quand je vois les gens partir d'un côté,
Toi, tu restes. Moi, j'essaie de chercher Mhm, ailleurs parce que je vois que si tout le monde part là-bas, ça va se mhm. saturer. Donc, Ok. c'est ça. Quand on me dit que il n'y a rien au Mali de ne pas retourner, bon, je dirais, moi, ce qui m'inquiète seulement, c'est la sécurité. À part la sécurité, moi, je dirais, il y a beaucoup de choses au Mali. Il y a beaucoup de choses au Mali. Le contraste, c'est que moi, au Mali, Mhm. je fais plus d'argent au Mali en 3 mois que je fais ici toute l'année. Aux États-Unis. Waouh. Aux États-Unis. Quand tu le dis à un Africain, ils vont te dire, mais ce gars, C'est c'est fou. vrai? Même Mais moi, j'ai du mal à le croire. c'est ça. Mhm. Moi, je fais plus d'argent en 3 mois en Afrique que je fais ici en tant que comptable aux États-Unis. On va réfléchir. L'avenir, c'est au Mali. L'avenir, c'est en Afrique en général. En Ouais. Afrique, quand même, ici, ici, tu travailles, ici, tu travailles et tu dépenses tout l'argent dans les billes, dans les... Ça, Tu c'est vas vrai. jamais être riche ici. C'est vrai. Jamais, jamais. Tu vas travailler à la fin de Mhm. l'année, tu te demandes, mais ok, j'ai fait quoi? J'ai fait 60 000 dollars. Les 60 000 dollars, tu n'as même pas sauvé 1000 dollars. Mm. Après avoir fini à payer les rentes, les mortgages, C'est et le puis, niveau de vie aussi. Au Mali, quand tu te fais de l'argent, il y a le niveau de vie aussi qui est là, qui est assez. Les coûts sont assez bas pour même les maisons, pour ci, pour ça. Et t'as pas énormément de dépenses sur tes épaules. Et je pense que c'est pour ça que c'est plus facile de devenir riche, comme vous l'avez dit, en Afrique en général, que par exemple dans un pays comme les États-Unis, alors que tu prends un meilleur salaire ici. mais c'est ça. Surtout que quand tu travailles pour quelqu'un et que quand tu travailles à ton propre compte, C'est pas pareil. c'est pas la même Mhm. chose. Tu peux passer toute ta vie à travailler pour quelqu'un, tu vas jamais être riche. Tu vas te gérer toi-même, mais jamais, tu vas jamais être riche. Mhm. C'est le dicton du gars là. Comment il s'appelle là? Rich Dad Poor Dad, le gars là. Mhm. Il s'appelle comment même? C'est ça. Quand tu vas avoir de l'argent, avoir un asset Mhm. and make your money work for you. Mhm. Que ton argent travaille pour toi. Mhm. Mais quand toi, tu travailles pour chercher l'argent, Mhm. tu vas jamais, jamais être riche. Tu joues, tu es en voyage, ton argent est en train de travailler. Par exemple, moi, dans mon cas maintenant, je suis là à discuter avec toi, Oui. mais il y a mes camions qui sont là actuellement, ils sont en train de rouler et se dirigent vers la frontière Dakar-Sénégal. Ok. Donc là, ça me coûte rien que je dans un marais ce que je fais, l'argent, mon argent est en train de travailler. Mais là, quand je suis ici, si je viens du boulot maintenant, si je pars pas clac, j'ai pas d'argent. Maintenant, Clack j'ai in, clack clack out, out. je fais plus d'argent. Alors que en Afrique, il y a Mhm. ton argent qui travaille pour C'est toi. vrai. Même à 5 heures du matin, l'argent qui roule. So, tu es malade, l'argent qui roule. Yeah. Mais ici, quand tu travailles pas, c'est la différence. Ouais. Et moi, j'ai une autre question parce que je sais que tout n'est pas rose. Étant ici, comment vous faites pour tirer un peu les ficelles du business? Comment est-ce que vous gérez tout ça? Parce que même des gens qui sont au Mali, parce que, comme je le disais, mon père, il est dans la logistique et le transport. Et eux-mêmes, et ils sont dans le transit aussi. Donc, ce qui fait que, eux étant là-bas, ils se chauffent là tout le temps avec les transporteurs, avec les conducteurs, avec les gens qui ramènent les marchandises, les pannes de camions par-ci, par-là, les marchands, les camions qui tombent, qui cassent des trucs. Et moi, je me dis, vous, ici, comment vous faites pour gérer tout ça? Oui, c'est vraiment pas facile. Mais maintenant, avec la technologie, tout est facile maintenant. Tu n'as plus besoin d'être là-bas pour gérer tes affaires. Donc, moi, puisque déjà, je suis dans le domaine depuis tout petit, donc je connais les in and out déjà. Mhm. Donc, j'ai une idée. Par exemple, mon chauffeur peut m'appeler. Il me dit, la voiture est en panne. Mhm. Il y a le compresseur qui ne marche pas. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas le domaine, donc, ils vont l'appeler, ils vont dire, le compresseur ne marche pas. Donc, moi, déjà, dès qu'on me donne la panne, je sais exactement ce qui ne va pas. Je sais c'est quoi le compresseur. Je maîtrise mon domaine. Donc, je sais à combien ça coûte. Le chauffeur même ne connaît pas le prix dans sa tête. Donc, moi, je sais à combien ça coûte parce que moi-même, je vends les Donc, pièces. il peut pas vous berner parce qu'il y a Non. beaucoup d'arnaques aussi, des chauffeurs malhonnêtes et tout ça. Donc, Oui, c'est ça. Il faut connaître le domaine. oui. Quand tu connais le domaine, je connais beaucoup de chauffeurs. J'ai beaucoup d'amis qui font le truc. J'ai des cousins.
Il y a des chauffeurs qui appellent leur patron. Ils me disent, OK, j'ai acheté le compresseur à 200 000 francs. Alors qu'ils ont acheté le compresseur à 100 000. C'est vrai? Donc, le patron dit, OK, il faut un faux reçu. On lui donne. Moi, on peut pas me faire ça parce que déjà, moi-même, je vends les pièces. Et j'ai un software là où je traque mes inventories. C'est ça qui est la clé, je pense. Je pense que c'est ça qui nous manque beaucoup. Je ne dirais pas en Afrique, peut-être qu'il y a d'autres pays où c'est développé, mais au Mali, je pense que c'est ça qui manque vraiment aux transporteurs, le fait de track everything. C'est la clé. Yeah. Quand tu peux pas tracker everything, c'est la clé. Moi, j'ai mon software, j'ai mes parts là-dedans, j'ai le part number que je crée. Donc, quand on me dit, il y a ça qui ne marche pas, il suffit juste de rentrer dans le software. Donc, on me dit, le compresseur, c'est à ce prix-là. Donc, on a un tel dans le stock. Donc, chaque fois que la voiture tombe en panne, la première des choses que je fais, envoie-moi la photo de la pièce. Donc, on m'envoie la photo de la pièce. Quand on m'envoie la photo de la pièce et que je regarde, donc là, je vais dans le stock. Si on a dans le stock, donc je sais le prix. Si on n'a pas dans le stock, j'essaie d'ajouter ça et pour le prochain voyage. Donc, j'achète ça et j'amène ça. Donc, à chaque fois qu'il s'approvisionne, on m'envoie un texte sur mon téléphone, dire un tel s'est approvisionné. Il a pris 50 litres, 200 litres, 300 litres. Donc, je me rappelle un jour, il y avait un qui avait un problème avec son réservoir qui était percé. Donc, il était obligé d'enlever tout, l'essence là-dedans, le gasoil, donc pour réparer le réservoir et le remettre. Dès qu'il a enlevé tout, moi, on m'a envoyé une notification que c'est vide. Donc, je l'ai appelé à l'instant. Je dis, mais pourquoi tu as vidé ton réservoir? Il me dit, mais comment moi je suis ça? Je dis, mais c'est la technologie. Donc là, dès ces instants, ils ont commencé à y peur. Donc là, même quand il y a un cas comme ça, ils m'appellent d'abord. Ils me disent que j'ai ce problème, je vais vider le réservoir. Parce qu'ils savent que je vais être notifié. Donc, aussi de, comment on appelle ça, de pièces détachées. Donc, en fait, dans le commerce, tout ce qui est, on a parlé de ciment, on a parlé de denrées alimentaires, mais les pièces détachées aussi, c'est de la Chine avec les camions. si. Les pièces détachées, j'ai commencé ça avec mes propres camions, puisque j'ai remarqué que la plus grande dépense avec les camions, c'est les pièces. Il y a l'entretien. Donc, j'essaie d'amener les pièces pour mes propres camions. Donc, je vois que les gens n'ont pas accès à des pièces de qualité, puisque quand tu pars en Chine, c'est ça le problème avec la Chine. Voilà pourquoi les gens banalisent tout le temps les produits chinois. Quand on dit quelque chose de chinois, on pense que c'est pas bon. C'est de mauvaise qualité. Donc, alors que c'est différent. Quand tu pars en Chine, tu verras que avec une seule pièce, tu prends un amortisseur, il y a 4 différentes catégories. Tu verras, il y a un à 10 dollars, un à 15 dollars, un à 25, un à 40 dollars. Donc, quand tu viens, si tu veux 10 dollars, ça, c'est le moins cher. On te donne ça. Tu vas 10 dollars, voilà. Donc, ça dure pas. On dit que les Chinois ne durent pas. Donc, quand j'ai remarqué ça, moi-même, j'essaie d'aller prendre mes propres pièces, les pièces qui sont de bonne qualité. Donc, j'amène ça. Donc, là-bas, au fur et à mesure, les gens ont vu qu'on amène les pièces et que c'est de qualité. Donc, ils ont commencé à réclamer. Donc, là, je mets à la boutique et on vend. Il y a certains boutiquiers même qui me disent, OK, tu peux me fournir. Je dis, OK, il n'y a pas de souci en gros. Yeah, j'amène, tu me dis ce que tu as besoin, tu fais la liste. Donc, je fais un conteneur, je viens, je te livre. Donc, tu me payes à l'avance, at least un pourcentage. Donc, j'amène, je te livre. Donc, comme ça, petit à petit, petit à petit. Et en fait, pour quelqu'un qui n'est pas très familier avec le monde de la logistique, je pense que quand on dit qu'on ramène des trucs de l'extérieur, surtout de la Chine, on ne comprend pas trop le processus, on ne comprend pas trop comment est-ce que je peux prendre de la marchandise, surtout en grande quantité, et ramener ça jusqu'au Mali. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ça pour les nouveaux qui sont un peu du domaine? Bon, le truc, c'est que c'est simple, c'est pas trop compliqué. Il suffit juste de connaître les démarches. Donc, tu peux acheter des marchandises à Chine en étant ici avec la technologie. Tu n'as pas besoin d'aller là-bas directement. Si tu veux, tu peux aller pour t'assurer, surtout pour une première fois. Les gens ont peur avec l'arnaque.
Donc, mais maintenant, moi, j'ai plus besoin de me déplacer. J'ai déjà des contacts, j'ai des fournisseurs, j'ai des vendeurs avec qui je travaille déjà. Donc là, quand j'ai besoin de quelque chose, je les communique, j'ai besoin de ça. Donc, il me, si c'est le vendeur direct, donc on me donne la facture. Donc, je fais le paiement. Dès que je fais le paiement, je les envoie la confirmation. Donc, il fait la préparation. Donc, si ça doit aller sur un bateau ou bien si c'est le conteneur qu'on doit remplir, donc on fait ça, on fait les formalités. Et les frais domestiques en Chine, on paye cela. Donc, tu payes le shipping et tu envoies ça à ton port de destination, que ce soit Dakar, Abidjan, Accra. Donc, dès que ça... Ça dépend. Toi-même, tu peux chercher un shipping company pour s'occuper. Généralement, moi, je laisse les suppliers le faire parce que eux, ils ont déjà des contacts là-bas. Et puis, ils font en volume, donc leur prix, c'est moins cher que quand même toi, tu essayes de t'y mettre. Et en plus, c'est trop de tracasserie avec les paperwork quand tu maîtrises pas. Donc, moi, je laisse les vendeurs s'occuper. Donc, dès qu'ils envoient, on t'envoie le connaissement, the bill of landing. Donc, quand on t'envoie le connaissement, donc tu envoies ça avec la facture, le packing list, tu envoies ça à ton agent ou ton représentant au port. Donc, ils cherchent un transitaire. Donc, eux, ils font la transit là-bas et ils font sortir ton marchandise du port et tu l'achemines vers le Mali. Donc, arrivé à la frontière, tu payes les frais douaniers. Donc, d'arriver au Mali. Et moi, maintenant, j'ai plus besoin de transitaire au port, puisque déjà, nous-mêmes, on s'occupe de cela. J'ai une équipe là-bas maintenant. Au début, on prenait un transitaire, mais quand on a commencé à maîtriser nous-mêmes, donc nous-mêmes, on fait notre propre transit. Donc, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Et s'y connaître un peu, quoi. Voilà. Et j'aimerais qu'on rebondisse un peu sur ce sur quoi on était. Comment on fait pour gérer ça à distance? Je pense qu'on a un peu compris par rapport à la technologie, tout ça. Mais moi, j'aime toujours réserver une petite section, au moins tant à la santé mentale, de comment est-ce que toute cette pression peut souvent être overwhelming and everything. Oui, effectivement. Bon, gérer, revenons à gérer d'abord. Donc, c'est pas facile de gérer, mais quand tu as de bonnes personnes derrière toi, c'est la clé. J'ai oublié de signaler cela. Donc, la technologie seulement, tu peux pas. Mais il faut avoir des hommes de confiance qui sont des bosseurs. Et là, c'est super, super important. Je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Être bien et avoir une bonne équipe. Parce que souvent, moi, tout ce qui se passe là-bas, je touche pas de cash dans ma main. Tous les cash vont dans les mains de mes équipes là-bas. Donc, si eux, ils sont pas sérieux, ils peuvent faire n'importe quoi avec ton argent. Toi, tu es là, tu peux pas contrôler cela. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont découragés à faire le business en Afrique. Parce qu'ils n'ont pas quelqu'un de sérieux derrière. Donc, des trahisons, oui. Même les gens qui se mettent à faire des constructions de maisons simples, même la famille, tu les envoies de l'argent pour construire sur ton terrain et tu vois que ça marche pas. Il y a rien. Le terrain est vide ou bien ils ont fait quelque chose. Donc, là, c'est la clé, avoir une bonne équipe. Donc, pour le mental, euh, je dirais, c'est vraiment pas facile, surtout que en étant ici et avec le décalage horaire, c'est super difficile. Et les chauffeurs, généralement, ce sont des gens qui sont pas allés à l'école. Ils savent pas ils maîtrisent pas le décalage. Dès qu'il y a un problème, boum, on t'appelle. Souvent, à 3 heures du matin, tu es là couché, ton téléphone sonne. Donc, on te dit, tu dois être au bureau à 8 heures. Donc, on t'appelle, il y a ce problème, il y a ceci, il y a cela. Donc, c'est vraiment pas facile. Mais le truc, quand quelque chose, tu aimes ce que tu fais et que c'est une passion, tu verras que ça devient pas un travail. Ça devient une loisir. Moi,
Je vois, j'ai un ami qui me taquine tout le temps. Il me dit, quand on est en train de discuter, il me dit, mais toi, il faut quitter les débats. Toi, tu ne fais que parler aux chauffeurs, aux mécaniciens. Qu'est-ce que tu connais de la vie? Ouais, je me dis, parce que lui, il me dit, mais tu es arrivé à un niveau, toi, tu dois te détacher de tout ça, tu dois les laisser gérer. Il y a certaines choses, il faut même pas mettre ta bouche là-dedans. Je dis, moi, c'est un plaisir, c'est une loisir pour moi de le faire. Ça, c'est une question de passion, donc je peux pas laisser ça à quelqu'un le faire. Ça va vraiment. Bon, côté chauffeur, euh, je dirais c'est presque la famille maintenant. Au début, c'était pas la famille, on s'est connus. Mais on a des chauffeurs avec nous depuis plus de 20 ans. Depuis mon grand-père. Donc, mon père est là. Il était, mon chef de chauffeur même. Il s'appelle Sidiki. Donc, lui, il était parti à une autre société à un moment. Donc, quand moi, j'ai commencé, je l'ai rappelé encore, il est venu. Donc, eux, maintenant, c'est comme la famille. Et tous les autres chauffeurs, ce sont les apprentis que lui-même, il a formés et que ils s'y connaissent déjà. Donc, généralement, quand il y a recrutement, moi-même, je mets pas ma bouche dedans, je me mêle pas. Lui, il gère tout, parce que je connais pas ces gens-là. Lui-même, il sait qui il a formé, il sait qui il peut être travaillé avec. Donc, c'est lui qui s'occupe de tous les recrutements. Donc, quant aux autres business, mon, mon homme de confiance, je dirais mon second, lui, c'est comme un frère, c'est un frère, c'est le petit frère à mon ami. Donc, c'est lui qui gère tout, tout côté décision à prendre là-bas, tout. C'est lui qui s'occupe de tout. Donc, ça, c'est comme un frère. C'est pas un frère de sang, hein, mais c'est le frère à mon ami intime. Donc, c'est avec lui que je travaille beaucoup. Donc, mon petit frère de sang, lui-même, il était au Ghana. Donc, il faisait ce truc là-bas, mais il vient juste de rentrer au Mali. Donc, je vais essayer de l'introduire. C'est pas facile de travailler avec la famille. J'aime pas trop travailler avec la famille. Euh, mais il arrive à un âge, donc il faut que je l'aide aussi. Donc, je vais essayer de faire quelque chose avec lui. L'essayer, si ça marche. Donc, c'est pas une garantie. Avec la famille, c'est pas une garantie, mais c'est ça, c'est ça. Le business se mêle pas avec la famille. Euh, bon, je dirais que il y a beaucoup d'opportunités dans le domaine, surtout maintenant, avec le changement que j'avais parlé. Voilà, donc maintenant c'est le moment d'y s'y mettre et ça, cela se reflète avec la vente, les ventes qu'on fait. Les gens ont bien compris que c'est un secteur qui est en accroissement et que it's really increasing. Donc, il y a beaucoup d'argent dans ce secteur en ce moment. Ouais, c'est difficile de s'y mettre sans cash parce que ce sont des matériaux de gros, de long terme. Donc, tu verras qu'un camion, si ça fait pas un accident, ça peut te faire 10, 15 ans, 20 ans, jusqu'à 30 ans. Donc, ce sont des trucs qui coûtent cher. Donc, je dirais, pour une estimation, une tête de camion peut aller minimum de 20 à 25 millions jusqu'à 32 millions. Et ça, c'est le use. Voilà. Et puis, la carrosserie, et puis, ça peut aller jusqu'à 15 à 20 millions. Donc,
je dirais de 50 jusqu'à 60 millions pour avoir un camion. Donc, c'est pas facile de commencer. Peut-être tout le monde n'a pas 60 millions de francs CFA pour commencer un business. Donc, il faut avoir cash pour vraiment, vraiment commencer. Il y a un conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut rentrer dans ce domaine. Quel serait ce conseil? Bon, je dirais, c'est vraiment pas facile de rentrer dans le domaine du transport. Juste, il faut connaître, il faut essayer de connaître le marché, essayer de connaître les camions, les parts, les pièces. Donc, mais maintenant, comme je l'ai bien précisé, avec la technologie, maintenant, tout est facile. Donc, tu n'as pas, it's no longer rocket science. Tu peux gérer beaucoup de choses à distance. Donc, ben, je dirais bien, il faut vraiment, vraiment, vraiment étudier le marché avant, comme tout business, avant de s'y mettre. Et surtout maintenant au Mali, c'est vraiment pas facile. Juste, le transport maintenant au Mali, c'est, comment dirais-je, c'est presque impossible. Avec les terroristes maintenant, on a vu que, par exemple, moi, dans mon cas maintenant, tu vois que moi, j'ai changé de stratégie. Mes camions ne viennent plus à Bamako. Depuis 3 semaines. Depuis le blocus, moi, j'essaie même plus. Donc, on prend les ciments, on amène à Kenyeba, qui est juste à côté de Caille, donc à la frontière, c'est à 15 kilomètres de la frontière Sénégal-Mali. On amène le ciment, on laisse là-bas, on retourne au Sénégal. Donc, il y a certains camions qui prennent toujours le risque. Il y a certains qui passent. Il y a certains qui sont brûlés. Donc, c'est vraiment pas facile. J'ai même un ami qui vient juste d'acheter un camion avec moi. Donc, il est là, il attendait sa plaque pour finir avec les papiers, les dédouanements, pour commencer à travailler. Mais là, il m'appelle il y a même pas 2 jours, il me dit, il faut vendre mon camion. Je pense pas que je peux travailler maintenant avec. Alors qu'il a acheté le camion de la Chine, ça vaut 7 mois maintenant. Le camion est arrivé, c'est là, les plaques sont presque finies. Dans quelques semaines, le camion va commencer à travailler. Il me dit de vendre. Donc, il va observer d'abord, voir comment la situation se passe. Voilà, donc par rapport à cela, il va voir s'il peut retenter ou bien s'il cherche d'autres choses à faire. Donc, c'est vraiment pas facile. Il faut vraiment, vraiment faire attention ces temps-ci pour ceux qui veulent euh, voilà, se lancer. Je dirais la première erreur que les gens font, c'est de ne pas choisir de bons employés. Ce sont les employés, le staff, voilà, c'est eux qui font tout. Le chauffeur, c'est lui qui conduit. C'est lui qui fait tout. Moi, je suis là, je peux faire 2 ans, je vois même pas mon camion. À part le GPS, je vois même pas mon camion. Donc, c'est, lui, il dort là-dedans, il fait tout là-dedans. Quand il vient, dans le mois, il passe même pas, je dirais, une semaine en famille. Donc, toute sa vie, c'est dans le camion. Donc, il faut les prendre comme, pas seulement comme des employés, mais comme des amis, des, des partenaires, je dirais bien, parce qu'on est partenaires. Donc, tant que moi je gagne, toi tu vas gagner. Donc, il ne faut pas leur montrer que c'est ton camion et que tu te mettes à manger tout l'argent. L'argent de camion ne se mange pas. Tu partages avec le chauffeur, tu donnes un peu au camion même. Donc, le peu qui te reste. Les primes de voyage, voilà, voilà, voilà. Et c'est généralement pourquoi il y a beaucoup de transporteurs, ça ne marche pas. Parce que tu verras que un chauffeur, il part, il t'amène tes marchandises, on lui paye, disons, il vient, on lui paye 2 millions. Il vient, il te remet les 2 millions. Toi, les primes de voyage, généralement, ça varie entre 25 000, 30 000 et 50 000.
Sur 2 millions, tu lui donnes 50 000. Tu imagines. Alors, il y a certains transporteurs, même les... Même quand tu lui donnes les 50 000, il se contente de ça. Après les erreurs, je pense que là, c'est le moment de parler aussi des qualités qu'il faudrait avoir pour entrer dans ce secteur. Pour les qualités, je dirais, faut avoir la persévérance. Vraiment, la persévérance est qui dans le domaine. Il faut avoir la passion, vraiment aimer le domaine pour vraiment... J'ai beaucoup de gens qui sont rentrés juste parce qu'ils pensent qu'il y a de l'argent et après quelques années, ils se sont retirés. Donc, quand tu aimes quelque chose, tu persévères et jusqu'à ce que ça aboutisse. Par exemple, moi, dans mon cas, nous avons eu des camions qui ont fait des accidents, qui sont tombés avec les marchandises des gens. Donc, en ce moment, il y a tellement de problèmes. Il y a des gens, il y a des injuries, il y a des marchandises qui sont gâtées que tu dois rembourser. Le camion est totalement fini, ça ne peut plus rien faire. Et même avec ça, on continue, on persévère. Donc, on ne se décourage pas. Euh, Ça, vraiment, il faut avoir la passion. Il faut vraiment aimer ce que tu fais pour vraiment s'y donner à fond. Donc, quels que soient les obstacles, donc, ne jamais se rabaisser. Donc, keep going, you fall, and you keep waking up, keep getting up. Um, Après ça, il faut avoir la patience. Il faut vraiment être patient, surtout quand tu embauches des gens et que moi, dans mon cas, tu n'es pas là-bas. Donc, il faut vraiment comprendre la situation des gens. Donc, essayer d'analyser et de pardonner certaines choses. Mhm. Il y a certaines choses, moi, je vois. Ils font des infractions, je vois. Je, je ferme mes yeux. Bien vrai que si c'est quelque chose dont je dois parler, je parle, mais il y a certains trucs banals, je ne m'échauffe pas la tête tant que je laisse passer. Euh, Parce que chacun fait des erreurs. Euh, on ne peut pas tout contrôler. Des fois, il faut laisser les gens gérer des trucs de leur manière et laisser certaines choses qui sont banales, qui ne sont pas importantes, dès que ça ne te coûte pas grand-chose, je ne dirais pas ça ne te coûte rien, mais quand ça ne te coûte pas grand-chose, ferme tes yeux. Ou Mhm. bien tu peux leur faire savoir, tu sais ce qui s'est passé, tu vas rien dire cette fois-ci, mais qu'ils sachent que tu es au courant. Donc, des choses comme ça, il faut avoir vraiment comprendre la situation, surtout dans nos cas avec nos chauffeurs. Tu verras, il y a un chauffeur qui peut te dire que ma femme est enceinte, j'ai pas d'argent, si tu peux euh, me donner mon salaire en avance. Donc, ce genre de trucs. Euh, Moi, dans mon cas, souvent, quand je pars là-bas, je les amène des cadeaux, des téléphones, des trucs qu'ils valorisent beaucoup. Toi, tu penses que c'est pas grand-chose, mais de leur côté, ça signifie beaucoup. Donc, le prendre comme une famille, quoi. Et puis, leur montrer que le camion, c'est pas le tien, c'est pour eux. Donc, qu'ils prennent ça comme leur bien personnel, parce que eux, 90% de leur vie, c'est dans le camion. Tu verras un chauffeur, comme je l'ai dit précédemment, et ils passent pas une semaine dans leur famille. La majeure partie du temps, tu verras quand ils partent dans un voyage, il faut à peu près 3 semaines. Ils viennent, ils viennent au garage, donc ils font les entretiens 3 jours plus tard, ils repartent encore. Voilà, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, ils se sacrifient beaucoup. Donc, leur camion, ils prennent leur camion comme le sien. Donc, tu verras même eux-mêmes, ils font des décorations sur leur camion, comme les femmes décorent leur maison.
Tu verras, c'est comme ça. Ils mettent les stickers, ils mettent les noms bizarres, les dessins. Donc, toi-même, souvent, quand tu vois ton camion, tu ne reconnais même plus ton camion. Et là, je pense que l'épisode tire un peu vers sa fin. Merci vraiment à tous nos auditeurs d'avoir regardé cet épisode et j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses. J'ai laissé le tonton ici ses réseaux et les numéros à contacter en cas de besoin de service pour tout ce qui est transport, logistique et conduite. La société s'appelle Diaby Group LLC. Donc, le numéro à contacter, c'est le 267 437 1004 267-437-1004. Sur notre page TikTok aussi, Diaby Group LLC. Inch'Allah. Donc, c'est ça. Notre email, c'est modric250@gmail.com. Je vais mettre tout ça en description et vraiment n'hésitez pas en cas de besoin. Et voilà, merci beaucoup encore.